Voilà, donc à nouveau bonjour à toutes et à tous et donc bienvenue, dans ce, webinaire, GPS obésité. Comme je vous l'expliquais à l'instant, je vais d'abord vous présenter donc, la petite présentation, de GPSO que je vous partage de ce pas. Voilà, hop et que je vais mettre en diaporama. Voilà, est-ce que vous me confirmez que vous la voyez bien? Oui? Oui, Super, merci. Et donc, bah, écoutez, je vous invite encore une fois à réagir, dans le chat. Si vous avez des questions à poser, je tâcherai d'y répondre, si je peux y répondre au fil de l'eau ou d'interpeller éventuellement les personnes, pour qu'elles puissent y répondre si nécessaire. Donc c'est parti. Donc GPSO, je vais vous faire une présentation générale du projet. Donc, préalable à tout cela, donc pour les personnes qui ont déjà vu ces webinaires, je pense que, vous en a l'essentiel des informations, vous les avez déjà, mais vous verrez, il y a quelques nouveautés. Mais, quand même pour resituer, qu'est-ce qu'un article, une expérimentation d'article 51? Au cas où vous ne le sauriez pas déjà. Donc c'est un cadre expérimental qui vise à accompagner et accélérer le déploiement de nouvelles organisations en santé et de nouveaux modes de financement. Donc si vous cherchez un peu et que vous cherchez notamment, chaque ARS a dû publier les éléments présentant les articles 51. Je vous invite à aller les consulter si vous voulez avoir plus d'informations. Mais globalement, un article 51, ça a été donc introduit par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2018, d'où son nom. Et ça vise à déroger à de nombreuses dispositions législatives. Alors, pas à tout non plus, hein, on a quand même des contraintes, mais notamment, notamment au mode de remboursement traditionnel de la sécurité sociale. Donc, en gros, ça vise à créer de nouveaux modes de remboursement de la sécurité sociale dans le droit commun. Et donc là, en l'espèce pour GPS obésité, ça serait de proposer un parcours dédié, vous le verrez, aux personnes en situation de surpoids et ou d'obésité qui puisse être pris en charge, un parcours médico-éducatif qui puisse être pris en charge par la sécurité sociale à terme. Donc, en participant à GPS obésité, bah, vous participez à une expérimentation qui a, me semble-t-il, une belle mission, qui est de permettre de combler ce vide, qui est l'accompagnement des personnes en situation d'obésité. Alors, ça peut être dans certaines régions fait par de l'éducation thérapeutique, mais là, vous verrez que c'est un peu plus complet a priori que dans la plupart des régions. Et donc, potentiellement, avoir enfin quelque chose qui soit remboursé par la sécurité sociale à cette fin. Voilà. Alors, ce projet se déploie sur 3 régions. Je vous ai mis volontairement les contacts des 3 régions et le nom des institutions, des organisations qui portent le projet dans 3 régions, plus l'organisation que je représente, qui est donc celle qui porte la chefferie de projet. Donc je représente évidemment les 4 institutions, mais notamment celle pour laquelle je travaille directement, qui est la société Barnabé IO. Donc, Gresmo, qui est un réseau de santé régional en Île-de-France et que vous pouvez contacter, alors soit par l'intermédiaire du site internet de Gresmo, soit directement à idf@gpsobésité.fr. Resto, qui se situe dans les Hauts-de-France et que vous pouvez contacter à hdf@gpsobésité.fr et le CSO du CHR d'Orléans, que vous pouvez contacter donc pour le centre Val-de-Loire à cvl@gpsobésité.fr. Et l'ensemble, vous pouvez nous contacter tous ensemble à info@gps-obésité.fr ou via le site. Il y a un petit formulaire via le site gps-obésité.fr. Donc, vous avez plein de portes d'entrée. Simplement de vous indiquer que jusque-là, seuls certains départements de ces régions étaient visés par GPS Obésité. Une demande officielle a été faite à l'équipe article 51 au niveau du ministère et de la sécurité sociale. Et a priori, on a eu un accord oral, on attend la validation écrite, mais a priori, il n'y aurait pas de difficulté pour cela. Mais donc le projet sera, selon toute vraisemblance, étendu à l'ensemble des départements des 3 régions visées ici, c'est-à-dire Île-de-France, Hauts-de-France et Centre-Val-de-Loire. Donc si vous êtes dans un des départements de ces 3 régions, vous pouvez potentiellement participer à GPS Obésité. En revanche, si malheureusement vous êtes en dehors, parce qu'on a eu des demandes qui venaient, même y compris les DOM-TOM, malheureusement pour l'instant, vous ne pouvez pas participer au protocole GPS Obésité. En espérant qu'il passe dans le droit commun, que ça puisse être le cas. Donc, j'avance. Alors, pourquoi ce projet en quelques mots, très rapidement? Je pense que si vous êtes sensibilisé à l'obésité, je ne vais rien vous apprendre.
Et merci Monique pour les contacts. Je regardais en même temps le chat, pardon. Donc, un problème de santé publique, hein, de prévalence de l'obésité, 17% de la population, notamment dans ces régions, dans les régions qui ont été ciblées, avec une prévalence de l'obésité sévère qui augmente encore plus vite. Je vous invite notamment à aller relire la feuille de route obésité qui a été présentée il y a de ça maintenant 2 ou 3 ans, je ne sais plus, 3 ans même, je crois, et qui fait état de ces problématiques. Pour les patients, l'obésité. Donc, l'obésité, c'est une maladie chronique qui s'aggrave tout au long de la vie. En tout cas, c'est la posture adoptée par GPSO de vraiment considérer l'obésité comme étant une maladie chronique en soi. Et un chiffre qui vraiment nous a interpellés, c'est seuls 7,6% des Français ont consulté leur médecin pour un problème de poids. Donc, on a un problème de santé publique majeur qui souvent sollicite des problématiques de stigmatisation. Voilà, le poids, c'est quelque chose qui est sensible, qui fait état de l'intime, alors comme d'autres problèmes de santé, hein, évidemment, mais le poids, évidemment, a aussi une dimension sociale, on va dire. Et donc, il y a très peu de Français qui consultent pour les problèmes de poids, malgré tout ce qu'on a pu observer, notamment pendant le Covid. Hein, je pense que je ne vous apprends rien non plus. Pour les professionnels, c'est de reconnaître enfin des méthodes de coordination et de reconnaissance de certaines interventions, et notamment les interventions paramédicales, et j'ai envie de dire périmédicales, parce que vous le verrez, il y a aussi de l'activité physique adaptée. Donc, des modalités qui sont pour l'instant pas reconnues, et aussi sur du groupe. Donc, coordination de parcours, pratique de groupe, et il y a aussi de l'individuel, et puis tout ce qui se pratique para et périmédicale. Et puis enfin, un ancrage territorial et une mise en lien de l'ensemble des acteurs du parcours, parce que les coporteuses du projet ont, depuis de nombreuses années, remarqué que le travail en maillage favorisait vraiment la prise en charge de l'obésité. Donc, GPS Obésité, c'est avant tout une prise en charge visible, suivie, et dans la proximité, et financée. Hein, c'est quand même un des éléments les plus importants. Rapidement, les fondements, c'est un GPS pour repérer précocement, guider et orienter la personne, un parcours de santé géré et coordonné par une équipe de professionnels spécialisés, une approche médico-éducative de proximité en ville, organisée avec tous les acteurs de santé, médico-sociaux, associations, collectivités territoriales. Donc, vous verrez qu'on peut inclure beaucoup de monde dans GPSO. Une équipe, une coordination pluriprofessionnelle pour accompagner le patient dans la durée. Donc, on est moins dans une logique, même si évidemment il y a des actes, mais on est moins dans une logique d'actes, voilà, plus que dans une logique de protocole vraiment d'accompagnement du patient sur une durée longue, hein, puisqu'on est sur plus de 2 ans potentiellement. Les objectifs du projet, c'est améliorer durablement évidemment la santé du patient et sa qualité de vie, offrir aux professionnels donc, des soins de premier recours et les conditions organisationnelles techniques et financières, je l'ai dit encore une fois, leur permettant d'accompagner les personnes en situation d'obésité et limiter à long terme la croissance de l'obésité sévère et les impacts médico-économiques de l'obésité. Donc, on est vraiment dans de l'accompagnement pour éviter que l'obésité progresse chez le patient et puis de manière plus générale en santé publique. J'avance. Donc, les acteurs du parcours de GPS Obésité, donc le maillage territorial que je vous ai évoqué, l'équipe pluridisciplinaire et les acteurs de la prise en charge. Alors, globalement, les acteurs de GPSO s'organisent autour de 3 grands pôles. Donc, vous êtes potentiellement aujourd'hui représentant de ce premier pôle-là, qui est l'équipe pluriprofessionnelle. Alors, qui est en bas ici, mais c'est une erreur, elle devrait être en premier, parce que c'est vraiment l'équipe qui est au cœur et qui est autour du patient. Dans cette équipe pluriprofessionnelle, vous allez avoir potentiellement, je vais y revenir en détail, mais le médecin traitant qui peut en être tout au parti, enfin partie plutôt, un référent de parcours, je vais y revenir aussi, puis d'autres professionnels qui peuvent intervenir auprès du patient. Cette équipe professionnelle intervient dans un maillage territorial qui est représenté ici, autour de structures sanitaires, donc pourquoi pas un SSR, le CSO, des structures hospitalières diverses et variées, le DAC. On a de plus en plus de DAC qui nous sollicitent pour participer à GPS Obésité. Des structures associatives, associations de patients évidemment, associations locales, maisons sport santé, hein, qui peut avoir une forte implication en amont, pendant et en aval de GPS Obésité. Et puis des structures sociales qui ont vocation notamment à repérer, adresser des patients et puis à les suivre durant tout leur parcours. Et voilà. Alors, un DAC, je réponds directement à la question, c'est un dispositif d'appui à la coordination. C'est une nouvelle structure de coordination qui a été créée durant la loi Ma Santé 2022, hein, donc, qui, comme son nom l'indique, a été déployée en 2022.
Et le DAC vise à deux objectifs. Son premier objectif, c'est de gérer les parcours dits complexes. Donc, ce sont des personnes qui sont généralement en pluripathologie et qui ont en plus des situations sociales particulièrement complexes. Et c'était des patients qui étaient généralement mal pris en charge parce que personne ne savait vraiment comment s'organiser autour de ces patients-là. Donc, c'est le DAC qui a pris ce relais-là sur les parcours complexes ou très complexes. Et puis, de faire aussi tout ce travail d'animation territoriale et de maillage territorial. Vous avez pas mal Voilà, effectivement, c'est en quelque sorte des regroupements de réseaux de santé. Si on veut, la maille est généralement au niveau départemental ou infradépartemental sur le DAC. Quand les réseaux, alors ça dépend des réseaux, mais étaient plutôt supra-départemental. Donc ça, c'est le premier élément. C'est donc l'équipe pluriprofessionnelle de laquelle, a priori, vous feriez partie si jamais vous rentrez dans le projet GPSO. Je vais y revenir après en détail. Ensuite, vous avez les structures coporteuses qui sont les 3 structures que je vous ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire Gresmo, le CSO d'Orléans et Resto dans les Hauts-de-France. Et puis enfin, vous avez l'équipe projet qui finalement représente les structures coporteuses et que je représente également et qui parle aussi bien à l'équipe d'Article 51 qu'à l'assurance maladie. Et je vois qu'il y a d'autres réponses sur le DAC, donc je vous laisse poursuivre les échanges à ce sujet-là. Donc voilà, donc vous, a priori, vous êtes plutôt dans ce maillage-là, voire dans celui-ci, au contact du patient, et vous pouvez intervenir d'une manière ou d'une autre dans GPSO. Alors, l'équipe pluriprofessionnelle, qu'est-ce que c'est? C'est à minima une équipe qui est composée d'un médecin formé à l'obésité. Donc, ça peut être le médecin traitant du patient, comme ça peut être un autre médecin qui est membre de l'équipe, qui peut être un médecin généraliste ou un médecin nutritionniste, c'est-à-dire endocrino, etc., mais formé spécifiquement à l'obésité, en sachant que cette formation à l'obésité peut vous être dispensée par GPSO. Donc, vous êtes médecin et vous souhaitez monter en compétence sur l'obésité, notamment sur les questions liées à l'abord de la personne en situation d'obésité. L'équipe de GPSO peut vous proposer une formation qui prend forme d'un webinaire aussi, proposé généralement par le professeur Monique Romont, qui est une des 3 coporteuses du projet, et d'un e-learning qui va vous être mis à disposition, si je ne dis pas de bêtises, cette semaine, et que vous pourrez intégrer. Alors, je regarde les questions en parallèle. Bonjour, il manque les IDE dans l'équipe Pluripro et les IPA. Alors, effectivement, dans le protocole, les IDE et les IPA ne sont pas indispensables, j'ai envie de dire, pour monter l'équipe pluriprofessionnelle autour de GPSO. Mais elles peuvent en être, et c'est indiqué tac, tac, tac. Voilà, ici, d'autres profils, infirmier, assistante sociale, etc. Donc, infirmier au sens large, hein, IDE, IPA, infirmier azalé, etc., etc., peuvent être membres de l'équipe. Donc, l'équipe minimale est composée de ces 4 membres-là et peuvent être ajoutés à cette équipe-là d'autres profils de professionnels de santé, dont évidemment les IDE et les IPA. D'ailleurs, les IDE et les IPA peuvent notamment prendre un rôle qui est particulier, qui est le rôle de coordination assuré par un ou plusieurs référents de parcours identifiés parmi les membres de l'équipe. Donc là, vous avez l'équipe minimale, donc un médecin, une diététicienne, un psychologue, une psychologue, un ou une enseignante de APA ou un kiné. Et vous avez en plus un rôle qui va être porté par une de ces personnes, ou généralement, on recommande plutôt que ce soit un binôme, qui est un rôle de référent de parcours. Donc, un référent de parcours, c'est quoi? C'est finalement ce qu'on pourrait appeler aussi un coordinateur de parcours. Donc, c'est la personne qui va vraiment faire le lien avec le ou les patients qui va référer, qui va coordonner, et aussi qui va accompagner l'équipe dans sa structuration pour organiser les différents groupes, les RCP, ce genre de choses. Et vous verrez, ce rôle-là est valorisé financièrement dans le cadre de GPSO. Cette équipe doit intervenir par l'intermédiaire d'une structure expérimentatrice. Donc, cette équipe ne peut pas être 5 professionnels libéraux qui interviennent chacun à leur nom. Il faut qu'ils soient sous l'égide d'une structure, donc d'une personne morale, qui peut être une MSP, un CMS, une association, un établissement de santé, on le verra. Dans certains cas très précis, et donc il ne faut pas en faire une généralité, une CPTS, mais c'est vraiment un cas d'usage qu'il faut préciser. Et puis d'autres types de structures, on a notamment une université, par exemple, qui est à la capacité qui va apporter une équipe pluriprofessionnelle GPS. D'autres profils possibles, comme je vous le disais, en complément, sur tous les types de professionnels de santé.
voire de professionnels, encore une fois, plutôt voilà, sociaux et de l'univers, en fait, en tout cas de l'obésité. Et chaque professionnel de structure expérimentatrice s'engage via une convention qui est avec Gresmo, Gresmo étant la structure qui porte les aspects administratifs et financiers du projet. Donc, pour pouvoir intégrer GPSO, en résumé, il faut une équipe qui soit constituée. Il faut que cette équipe signe une convention, qui est une convention type, qui est signée avec et Gresmo et finalement la CNAM aussi. Et puis donc un minimum de formation à l'obésité, notamment pour le médecin. Les ESP, je pense effectivement qu'elles peuvent être, je ne vois pas en tout cas pour l'instant de problématiques liées aux ESP pour GPSO, à vérifier, mais a priori, pas de problème. Le psy, alors on a des fiches de poste si nécessaire, donc le psy ne doit pas forcément être spécifiquement lié à l'obésité, on le recommande. C'est une question qui m'a été adressée en direct, donc je vous la donne. Voilà. En revanche, il faut que ça soit un ou une psychologue clinicienne, mais idéalement formée à l'obésité. Les ESP en lien avec les CPTS, en tout cas les ESP en tant que tels, en tant que personne morale, je pense, peuvent porter GPSO. Et oui, la formation e-learning notamment peut être proposée aux psychologues. Et idéalement, on est en train d'essayer de mettre en place aussi des communautés de pratique autour de ça. Et pour l'instant, je vous avoue que c'est encore un peu à l'arrêt, mais on va essayer de le mettre en place. Il n'y a effectivement que le médecin qui est formé à l'obésité, en tout cas dans l'obligation, il est formé à l'obésité, que le médecin de l'équipe. L'ensemble de l'équipe peut l'être. En revanche, il faut qu'il y ait au moins un membre de l'équipe qui soit formé à l'éducation thérapeutique aux 40 heures. Donc, nécessite dans le protocole que vous retrouvez assez facilement dans le journal officiel, nécessite un médecin formé à l'obésité et au moins une des personnes de l'équipe, dont le médecin d'ailleurs, soit formé aux 40 heures. Voilà. Les IPA peuvent-ils bénéficier de la formation de l'obésité, la formation médecin, du coup, je suppose. Ça, je vous renvoie vers Monique Romont. Monique, est-ce que les IPA peuvent bénéficier de la formation à l'obésité? Oui, alors la formation qu'on fait est dirigée vers les médecins et notamment dans le cadre de leur évaluation de la personne obèse, mais tous les professionnels peuvent y assister et ça peut être intéressant pour eux et on a différents professionnels qui y assistent. Et ça peut être aussi un moment aussi pour les professionnels de se rencontrer. Merci beaucoup, Monique. Vous êtes formé à l'ETP, effectivement, mais c'est pas d'une région à l'autre. En fait, on s'est rendu compte que d'une université à l'autre, en fait, les formations ETP sont très, dans le cadre de la formation initiale, sont très variées. Donc, il y a des professions où c'est embarqué d'office, d'autres non. Donc, on préfère quand même le préciser. J'avance sur le parcours. Donc, les critères d'inclusion et d'exclusion de GPSO. Donc, il faut que ça soit un adulte, donc une personne qui a plus de 18 ans, dont le IMC est supérieur à 30 ou dont l'IMC est entre 20 et 30 avec prise de poids récente ou comorbidité. Donc, vous voyez que c'est très, très large potentiellement. C'est-à-dire que toute personne en surpoids qui aurait une comorbidité, quelle qu'elle soit, potentiellement est éligible à GPSO. Élément fondamental, mais je pense qu'on ne vous apprend rien, GPSO, c'est un protocole qui est quand même assez engageant pour les patients et donc il faut s'assurer quand même de la motivation des patients. Critères d'exclusion sont des personnes déjà engagées dans un parcours bariatrique, donc qui vont subir une opération bariatrique. Alors, il y a, me semble-t-il, une tolérance pour les personnes qui ont déjà subi l'opération et qui sont donc dans une période relativement après cette opération. Monique, si tu peux préciser aussi, ou Jocelyne. On prend éventuellement des personnes qui sont en échec 2-3 ans après une opération, comme ils sont souvent très nombreux. Quand ils sont dans une démarche vers la chirurgie, non, mais quelques années après la chirurgie, quand ils sont en échec, oui. Parce que l'objectif, c'est quand même d'éviter aux patients de s'aggraver. Merci Monique. Les patients souffrant d'obésité syndromique sont exclus et les patients non francophones, notamment dans les parcours de groupe. Donc là, pardon, j'ai fait une bêtise. Hop là. Mince, voilà, ben voilà. Non francophones, notamment dans les parcours de groupe, pour des raisons que je vous laisse imaginer, même si on a eu des demandes parfois de former des groupes dans des langues, voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
la réorientation des patients est possible vers les structures adaptées. C'est notamment le rôle du coordinateur du référent de parcours qu'on tâche idéalement de mettre en lien avec les structures ad hoc si nécessaire. Alors, la vue d'ensemble du parcours, le parcours se déroule sur à minima 2 ans quand il est complet, voire plus, en fonction de ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, il y a une phase de détection et d'inclusion assez classique qu'on recommande d'être faite pour un groupe en 1 à 2 mois. Puis, il y a une phase, on va dire, d'évaluation initiale avec un bilan médical et un bilan éducatif. Et enfin, un plan d'action qui est réalisé en RCP. Donc, le bilan médical ouvre le forfait bilan qui est ici indiqué. Je vais vous détailler ensuite. Puis, le bilan éducatif est réalisé. Alors, la recommandation, c'est qu'il soit réalisé par le référent de parcours, mais il peut être réalisé par tout membre de l'équipe, indifféremment. Et enfin, le plan d'action est réalisé en RCP par les membres de l'équipe pour l'ensemble des patients. Donc, il y a des patients pour qui ça sera très rapide. Ou simplement, vous pourrez dire, ce patient-là, on l'oriente plutôt vers le groupe ou on le réoriente vers un SSR ou je ne sais quoi. Et puis d'autres où il y aura peut-être discussion, mais en tout cas, la RCP se fait pour l'ensemble des patients. Et enfin, vous rentrez dans le parcours éducatif. Donc, le parcours éducatif, il peut être de 2 types. Soit un parcours éducationnel de groupe. Donc, vous le verrez, 8 ateliers qui peuvent être proposés aux patients par l'équipe pluriprofessionnelle ou, dans certains cas aussi, en visioconférence au national, on y reviendra, ou un parcours individuel qui, lui, est optionnel. Dans les possibilités, en fait, on a à peu près 10 à 15% des patients qui peuvent entrer dans le parcours individuel, ici. Donc, c'est décidé en RCP et c'est arbitré par le référent de parcours et le médecin, si jamais l'équipe n'est pas d'accord. Et le reste qui va en accompagnement de groupe. Et il faut savoir que l'accompagnement individuel peut potentiellement être un renforcement soit de lui-même, soit du parcours de groupe. Donc, en gros, vous pouvez faire soit RCP puis accompagnement éducationnel de groupe, puis le suite du parcours, RCP puis accompagnement individuel, puis suite du parcours, RCP puis accompagnement individuel, puis renforcement individuel, RCP et puis suite du parcours, RCP puis accompagnement individuel, puis groupe, puis voilà, et RCP puis individuel, puis groupe, ou l'inverse, je ne sais plus celui que j'ai fait avant, mais voilà, puis le reste. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est 2 fois le groupe. Voilà. Donc, en gros, vous pouvez faire 2 fois l'individuel, soit avant, soit après, mais vous ne pouvez pas faire 2 fois le groupe. Ensuite, s'ensuit des bilans médicaux et un bilan éducatif, puis une orientation, puis un suivi médical et accompagnement pendant 24 mois. Vous voyez ensuite qu'il y a 3 forfaits. Un forfait bilan qui est ici en première partie avant l'éducatif et après l'éducatif, et puis 2 forfaits qui sont les forfaits éducationnels de groupe ou individuels. Je vous les détaille juste après. Je vous fais d'abord un focus sur le programme éducatif de groupe. Donc, il s'agit de groupes fermés. Donc, a priori, pas d'inclusion de nouveaux patients après le démarrage du programme de groupe. Donc, vous partez avec 10-15 patients, une dizaine de patients, et ça va être les 10 mêmes patients tout au long du groupe. 3 à 4 mois pour réaliser l'ensemble des ateliers. Donc, c'est en gros un atelier par semaine recommandé. Une possibilité de co-animation, mais on le verra, ça dépendra aussi de vos capacités d'inclusion et du nombre de personnes que vous avez dans le groupe. Et ça doit se passer en dehors des locaux hospitaliers et en proximité. Alors, j'ai une question. Donc, effectivement, Monique, l'accompagnement de groupe est prioritaire sur l'accompagnement individuel. On a 8 ateliers qui sont ici. Quels aliments choisir et pourquoi en 2 séances, activité physique adaptée en 2 séances également, organisation de la journée alimentaire, gestion des envies et manger et de manger, des envies de manger, pardon, une séance, gestion des envies de manger suite et séance de dégustation, lecture d'étiquette, image de soi, de son corps, regard des autres, apprendre à se voir différemment, à s'accepter, à s'aimer en une séance. Il y a des indications aussi bien sur le contenu que sur le modèle d'animation et sur les personnes qui peuvent animer ces ateliers, mais vous êtes globalement libre de vous saisir de ces thématiques d'atelier pour les animer globalement comme vous le souhaitez à partir du moment où vous avez la formation ad hoc pour pouvoir les animer. Les principes généraux du financement, je les ai évoqués rapidement, mais il est dérogatoire du droit commun. C'est un forfait
par patient sans reste à charge. Donc, il n'y a pas de prise en charge complémentaire de mutuelle, etc., etc. Tout est compris dans le forfait. Il est versé à la structure de l'équipe expérimentatrice, donc la MSP, le CMS, l'association, etc., en 2 fois par forfait. Donc, par exemple, le forfait bilan va être versé à l'inclusion du patient, puis une fois que le patient a terminé son parcours. Pareil pour le forfait éducatif, à l'inclusion du patient dans le forfait éducatif, puis une fois qu'il a terminé son parcours éducatif. Et voilà. Attention, la double facturation est formellement interdite. Hein, donc, on a des fichiers de contrôle qui sont remontés à la sécurité sociale et les médecins conseils vérifient. Il est donc interdit de faire une carte vitale plus du forfait et donc de faire une double facturation sur un seul et même acte. Les ateliers doivent obligatoirement se passer en dehors de l'hôpital. Donc, l'hôpital peut être une des structures expérimentatrices conventionnées. Simplement, à l'hôpital ne pourra se passer que les bilans et tout ce qui est d'ordre éducatif doit se passer en dehors des murs de l'hôpital. Donc, on a déjà des cas d'usage comme cela, où finalement l'hôpital réalise les bilans en interne pour des patients qui sont en comorbidité sur d'autres sujets, etc. Et qui ensuite propose des ateliers en partenariat avec la commune, par exemple, de l'hôpital, dans un lieu communal, où ça peut être soit des professionnels de l'hôpital qui interviennent en dehors des murs, soit des professionnels libéraux qui interviennent pour le compte de l'hôpital. Les forfaits sont ouverts à l'inclusion du patient et clôturés à sa sortie, comme je vous l'ai déjà dit. Alors, on rentre un peu dans le vif du sujet. Le financement. Donc, le forfait bilan que je vous ai évoqué tout à l'heure. Donc, pour rappel, le forfait bilan s'ouvre à l'inclusion du patient. L'acte en fait, qui fait foi pour l'ouverture du forfait bilan, c'est le bilan médical initial. Ce bilan médical initial, c'est une consultation longue. Cette consultation longue, il y a des recommandations autour, mais elle n'est pas spécialement cadrée dans le temps. Simplement, il y a un certain nombre d'informations à remonter à l'équipe GPSO lors de cette consultation. Donc, il y a un document qui vous est fourni pour pouvoir réaliser cette consultation. Donc, elle ouvre le forfait. Ensuite, il y a un bilan éducatif initial à faire, en gros, dans la foulée, hein, dans les jours ou les semaines qui suivent, et qui sont compris dans ce forfait. Il y a ensuite 2 bilans médicaux de suivi qui sont globalement qui cadrent le forfait. Donc, si vous vous souvenez bien, il y avait 2 ans à peu près de forfait et ça va cadrer en gros le temps qu'il y a entre le bilan initial et le bilan final. Et donc, il y a 2 consultations qui apparaissent au milieu. Et puis, vous avez le bilan médical final. Tout ça est compris dans ce forfait, ainsi que des éléments de coordination, c'est-à-dire la coordination de parcours qui vise à financer le référent de proximité, les RCP et les frais de déplacement et de connexion, donc les faux frais qu'il peut y avoir autour de tout ça. Donc, vous remarquerez 2 choses. C'est que la première chose, on est sur un forfait qui est un forfait, et c'est indiqué ici, par patient. Donc, typiquement, là, on est sur des actes, donc ce n'est pas très gênant. Mais sur ces éléments-là, on est sur des éléments qui sont mutualisés entre, finalement, les différents professionnels par patient. Donc, la RCP, par exemple, s'évalue par patient, certes, mais sur un volume de X patients. Vous n'allez pas faire une RCP par patient, vous allez faire une RCP pour 10, 15, 20 patients, je ne sais pas. Et puis, ça va vous permettre de cumuler ce forfait-là. De la même manière, il y a quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure et que je vous répète. Ce forfait bilan, vous voyez qu'il n'y a pas de ligne derrière, donc il y a des indications qui sont dans le protocole, mais a priori, vous êtes, en tant que structure expérimentatrice, libre de la ventilation. Donc là, on vous a donné une ventilation qui est indicative. Vous êtes libre de la ventilation de ces différents forfaits entre vous dans l'équipe expérimentatrice. Donc, si vous décidez d'augmenter la coordination de parcours et diminuer la RCP ou d'augmenter le bilan médical, et voilà, etc., c'est à votre main dans le cadre du forfait. Donc, c'est l'avantage d'avoir un fonctionnement par forfait. Voilà, s'il n'y a pas de questions, j'avance. N'hésitez pas à les poser dans le chat si jamais. Ensuite, on a les forfaits éducatifs. Les forfaits éducatifs, ils sont donc de 272 €, dont, de manière indicative, 88 € de coordination. Là, ils couvrent les 8 séances par patient. Donc, si par exemple, vous avez inclus 11 patients dans le groupe, je vais faire le calcul rapide, vous faites 272, j'aurais pu faire 10, ça aurait été plus facile, fois 11, vous avez 2 992 € pour prendre en charge ces 11 patients sur 8 ateliers. Donc, si vous divisez ça par 8 ateliers, ça vous fait 374 € de budget pour animer ces 8 ateliers, qui peuvent être animés, encore une fois, soit en mono, soit par un seul animateur, soit par 2, voire 3 animateurs, en fonction du nombre de patients que vous avez.
Une contrainte à cela, c'est que vous ne pouvez pas aller au-delà de 15 patients par groupe. Donc, le protocole limite à 15 patients par groupe. Donc, si vous êtes à 15 patients par groupe, ça veut dire que vous avez un budget global de 4 080 € pour animer les 8 groupes, soit divisé par 8 ateliers, 510 € de budget pour réaliser ces ateliers. Ces 510 € de budget comprennent aussi bien l'animation, parenthèse, que toute la coordination. Donc aussi le travail du référent de parcours. Mais ça vous donne une idée. Si en revanche, vous n'avez inclus que 4 patients dans votre groupe, vous pouvez le faire, mais ça sera compliqué de faire de la co-animation parce que vous serez à 136 € de budget par atelier. Donc, si on reste sur des taux horaires standards, on va dire, des professionnels libéraux, 136 €, si vous faites une animation qui est de l'ordre d'1 heure et demie ou 2 heures, ça commence à faire un peu court pour faire de la co-animation. Enfin, ça va être très court pour faire de la co-animation et un peu court pour faire de la mono-animation. Donc voilà, donc, en fait, le forfait patient change la logique de la logique d'acte que vous avez l'habitude potentiellement d'avoir, par exemple sur l'éducation thérapeutique, où vous êtes payé pour l'animation d'un atelier. Là, vous serez réglé, non pas pour l'animation d'un atelier, mais vous serez réglé par patient inclus dans le groupe. Et donc, charge à vous ensuite de reventiler ces sommes-là dans les membres qui ont participé aux différents groupes. Élément important, c'est ce que je viens d'évoquer à l'instant d'ailleurs, c'est que la clé de répartition de ce financement est à la main de la structure. Donc, si la maison de santé pluriprofessionnelle qui est expérimentatrice et qui a inclus 15 patients décide de rémunérer sur des taux horaires différents, et c'est son… Nous, on n'ira pas regarder ça, en tout cas, c'est son droit, les professionnels entre eux, ça les regarde. Ça regarde la structure et ça regarde, en fait, l'équipe pluriprofessionnelle. Donc, l'équipe a une grande liberté, en fait, pour organiser tout ça. Alors, je vois qu'il y a un point de discussion. Et effectivement, les intervenants ne sont pas réglés par patient. C'est l'équipe qui est réglée et puis ensuite charge aux intervenants et à l'équipe de faire les notes d'honoraires relatives à la répartition que vous souhaitez mettre en place entre vous. Autre élément qui est important et qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, il y a des logiques d'ajustement qui sont faits d'un groupe à l'autre. Donc, imaginons que par rapport à la répartition que vous voulez avoir, vous avez un équilibre financier qui se fait à 8 ou 9 patients, mettons 9 patients par groupe. Si vous avez un groupe où vous en avez 8 et le groupe d'après, vous en avez 10, vous trouverez un équilibre financier sur ces deux groupes-là, vous permettant d'avoir une rémunération qui est à hauteur de ce que vous aviez envisagé par rapport à la reventilation de ce montant-là. Voilà, donc sur une année, en fait, vous avez un financement qui est lissé et on tâche d'être à votre disposition et à votre écoute pour essayer de vous accompagner sur ces points-là. J'espère que je suis clair parce que c'est vrai que quand on découvre tout ça, ça peut ne pas être très simple. Enfin, vous avez le forfait éducatif individuel. Donc là, on est sur 373 €. Ce sont 7 consultations para et périmédicales. Donc, le choix de ces consultations se fait à la discrétion de la RCP sur un arbitrage qui est fait in fine, si jamais il y a imaginons qu'il puisse y avoir, peut-être pas un conflit, mais en tout cas des désaccords, par le médecin et le référent de parcours. Cette consultation para-pérémédicale plus un bilan. Donc, ça peut être au choix 7 consultations psy, 7 consultations diète, 7 consultations APA, ou un mix de ce que je viens de vous donner là, plus un bilan éducatif final qui fait partie de ces éléments-là. Effectivement, il y a des équipes qui… Voilà, pour les témoignages, je vous invite à aller directement sur le site de gps-obésité.fr, qui est donc indiqué ici, et vous aurez des petits témoignages vidéo déjà, qui vous donnent des éléments, voire donc des témoignages vidéo qui ont été montés et qui sont en 2 minutes, voire une réunion qui avait été organisée avec directement des médecins et des équipes qui avaient participé à ce dispositif et qui ont témoigné de manière un peu plus libre pour des témoignages plus avancés. Et puis, il y a certainement la possibilité d'avoir accès à ces personnes si vous voulez avoir des informations en région ou… J'avance puisque le temps file. Alors, qui peut exercer dans GPS obésité? J'ai des questions. Les 2 forfaits peuvent-ils se cumuler pour un même patient? Oui, pardon, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je reviens en arrière, pardon. Hop. Donc, encore une fois, un même patient, c'est ce que je vous disais dans ce schéma-là, alors qui n'est peut-être pas évident à comprendre au premier abord, mais voilà. Un même patient peut… Donc, il va avoir son forfait bilan. Là, pour le coup, le forfait bilan, il est unique par patient. C'est
un numéro NIR, donc un numéro de sécurité sociale, égale un forfait bilan. Ensuite, ce patient qui a eu ce forfait bilan peut avoir, alors soit il peut être réorienté vers d'autres dispositifs, première possibilité, ce n'est pas l'idéal, mais évidemment, mais c'est que, voilà. Soit il peut avoir un accompagnement éducationnel ou un accompagnement individuel, ou les deux, comme je vous l'ai dit, voire 2 fois l'accompagnement individuel. Donc, je réponds d'abord à la première question. Donc, le patient peut avoir un premier forfait de groupe, puis un forfait individuel, ou l'inverse, un premier forfait individuel, puis un forfait de groupe, ou 2 forfaits individuels. La seule chose qu'il ne peut pas avoir, c'est 2 forfaits de groupe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire 16 ateliers de groupe. Le forfait éducationnel est également effectivement versé en 2 fois, au premier atelier ou à la première consultation, puis à le dernier atelier et à la dernière consultation. Tout en sachant que ce sont, je ne devrais peut-être pas l'exprimer comme ça, mais ce sont des créances qui sont relativement certaines, c'est-à-dire qu'a priori, sauf si on a un doute sur la manière dont ça a été l'équipe a travaillé, mais ce qui ne nous est jamais arrivé jusque-là, tout forfait ouvert est versé derrière. Exactement, donc voilà, si absentéisme dans le groupe, forfait versé en totalité. Je viens d'y répondre, donc c'est versé en totalité. Idem normalement pour le forfait bilan. Donc, un patient qui ne sortirait du parcours pour une raison X ou Y, donc la raison la plus malheureuse mais la plus évidente, c'est le décès du patient, par exemple, l'intégralité du forfait sera versée pour autant. C'est comme ça que ça a été prévu et on a reposé la question un certain nombre de fois à la sécurité sociale, donc le forfait sera versé. Idem sur des patients qui seraient des patients qui décrocheraient du parcours. En revanche, on vous versera la seconde part du forfait qu'à compter de 1 an après la déclaration de sortie du parcours, pour éviter, je vous laisse imaginer, hein, des personnes qui nous disent 3 jours après le bilan initial que finalement le patient ne fera pas le parcours pour avoir l'intégralité du forfait, ce genre de choses. Donc il y a 1 année, on vous demandera de le justifier et on vous demandera éventuellement de faire jusqu'à 3 relances pour vous assurer que le patient est bien effectivement sorti du parcours. Si jamais le patient souhaite finalement, après ces relances, réintégrer le parcours, il peut réintégrer en cours de route un nouveau groupe. Donc, imaginons que là, le patient a fait son bilan éducatif, etc. Il a fait le RCP, il a fait 1 ou 2 ateliers ici, il sort. De toute façon, son forfait vous a été versé. Donc, vous pouvez le réintégrer dans un groupe où, au lieu d'avoir 10 personnes, vous en aurez 11 pour permettre au patient de poursuivre son parcours jusqu'au bout. OK, donc c'est ce qu'apporte aussi l'aspect forfaitaire, c'est que du coup, vous avez des places, tout est financé finalement, et donc vous pouvez réintégrer le patient derrière. J'avance, sauf s'il y a d'autres questions sur ces éléments de forfait. N'hésitez pas à les poser le cas échéant, j'y répondrai plus tard. Donc, les conditions d'intégration à GPSO. Donc, il faut que les professionnels exercent dans le public ou le privé. Enfin, les professionnels peuvent exercer plutôt dans le public ou le privé, libéral ou salarié. Donc, peu importe que vous soyez en clinique, dans une structure de droit privé non marchande, à l'hôpital public, que vous exerciez en libéral, que vous fassiez les deux à la fois, que vous soyez salarié d'un CMS, peu importe, vous pouvez être dans GPSO. L'exercice peut être isolé ou regroupé avec d'autres professionnels, mais il doit intervenir forcément par l'intermédiaire d'une structure expérimentatrice. Donc, il doit forcément y avoir une personne morale au cœur de tout ça, autre que votre, j'ai envie de dire, votre exercice en tant que professionnel de santé. Il faut qu'il y ait globalement une MSP, une association, un établissement de santé, une structure qui puisse porter GPSO et qui, en gros, ait la capacité comptable à capter cet argent et à le redistribuer derrière. Ces professionnels doivent être formés à l'abord à la personne obèse ou à la posture d'éducation thérapeutique. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au moins une personne formée à l'ETP en format 40 heures par équipe. Idéalement, c'est le référent de parcours et idéalement, enfin, pas idéalement, il faut que ça soit la personne qui fasse les bilans éducatifs. Donc, on est sur quelque chose qui est très proche de l'éducation thérapeutique, sur l'entretien motivationnel, sur tout ce que je ne vais pas vous apprendre tout ça. Et donc, la personne qui fait les bilans, a priori, est la personne qui est formée à l'éducation thérapeutique dans l'équipe. Les autres, ce n'est pas imposé. Programme de sensibilisation GPS obésité en e-learning dont je vous ai parlé. Et indispensable, ce qu'on vous a dit tout à l'heure, GPS obésité, donc indispensable pour les médecins et accessible à tous. Pourquoi indispensable pour les médecins? Parce que
c'est notamment la question, le médecin est évidemment une personne qui est clé dans le parcours de la personne en situation d'obésité, et l'abord de la personne en situation d'obésité, en fait, quand on avait fait de l'enquête au préalable avant GPSO, quand on a construit GPSO, on s'est rendu compte que les médecins traitants notamment avaient souvent des difficultés à aborder la question du poids avec leurs patients, souvent entre la poire et le fromage quand le patient venait pour un tout autre sujet. Et c'est justement pour vous aider notamment sur ces points-là qu'a été mis en place ce dispositif, et puis aussi pour tous les éléments que vous maîtrisez certainement, hein, mais de rappel physiopathologique, en tout cas enfin, autour de l'obésité. Monique, la durée de la formation en e-learning? Si tu es encore là. Oui, je suis là, je suis là. Ah. C'est une formation en e-learning, donc la durée va dépendre de ce que la personne y met, quoi. Il va le suivre à son rythme, comme toute formation en e-learning. Ah oui, en e-learning, pardon, je pensais à la formation en À visio. la formation en webinaire, c'est normalement 1 h 30. En fait, on s'aperçoit que ça dure souvent 2 heures parce que finalement tout le monde est intéressé, pose des tas de questions. Donc, voilà. Alors, toutes ces formations sont d'accès gratuit pour les membres, si je ne dis pas de bêtises, Jocelyne, pour les personnes qui sont intégrées à GPSO. C'est tout à fait ça. J'ai du mal à vous répondre en discussion, mais c'est tout à fait ça. C'est gratuit pour tous les expérimentateurs secondaires et les membres des structures qui en font partie, quelle que soit leur profession. Voilà. Expérimentateurs secondaires étant les personnes qui ont signé la fameuse convention qui vous donne accès finalement au protocole GPSO en tant que professionnel. Donc, à partir du moment où vous avez signé cette convention, vous avez un accès gratuit à aux formations. Alors, soit dit en passant, ce n'est pas parce que vous signez la convention que vous vous engagez à intervenir dans GPSO. Donc, c'est aussi une manière, pourquoi pas, d'intégrer des personnes et les former à l'obésité. Après, on forme aussi des gens qui n'ont pas encore signé la convention. Oui, mais qui sont en voie de le signer. Mais qui sont en voie, voilà. Oui, Mais voilà. voilà. Il y a une On ne tolérance. va pas leur demander. Ouais. Voilà. L'objectif, c'est quand même aussi de faire monter tout le monde en compétences. Exactement. Merci de le rappeler. Donc, c'est vrai qu'une des missions de GPSO, c'est de favoriser quand même la prise en charge la prise en charge médico-éducative de l'obésité, notamment, hein, principalement, mais toutes les prises en charge de l'obésité, globalement sur le territoire. Donc, de faire de la sensibilisation et de la promotion de ces prises en charge-là auprès des professionnels de santé, que ce soit d'ailleurs les médecins traitants, mais tout autre type de professionnel qui intervient en proximité des patients. Voilà, comment adhérer à GPS Obésité? Vous pouvez faire une demande d'adhésion simple par mail à la coordination régionale. Donc, c'est les mails que je vous ai affichés tout à l'heure. Je peux vous les réafficher si nécessaire, ou ils peuvent être transmis là directement dans le chat. Qui vous transmet en retour, alors qui vous fait un retour, soit un fichier d'admission, d'adhésion, etc. Ça dépend d'une région à l'autre. Mais en gros, qui va prendre contact ensuite avec vous à la suite. Généralement, le fichier d'adhésion comprend donc ça nécessite donc les coordonnées des professionnels qui souhaitent s'impliquer dans le projet, donc qui souhaitent adhérer et signer cette convention pour pouvoir eux-mêmes être effecteurs de GPSO, leur profession, leur qualification. Je vais vous réafficher les mails. Comment faire si pas de psychologue? Alors, si vous n'avez pas, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je reviens un peu en arrière parce que c'est vrai que je suis passé des informations assez vite. Vous avez au niveau du maillage, vous avez donc l'équipe pluriprofessionnelle dont on parle, puis ensuite vous avez les structures coporteuses en région. Ces structures-là ont une mission d'accompagnement pour les MSP ou les structures qui souhaitent intégrer GPSO. Donc même si vous êtes un professionnel isolé, n'hésitez pas à adresser un mail à la structure de votre région qui pourra soit vous rapprocher d'une structure qui est pas très loin de chez vous ou qui cherche, soit qui pourra vous aider à trouver les professionnels. Donc, c'est le rôle en fait de la coordinatrice régionale. Alors, je dis coordinatrice, ce ne sont en l'espèce que des femmes qui vont donc vous accompagner une fois que vous aurez contacté finalement l'équipe en région de GPSO pour vous aider à monter le protocole chez vous. Donc, vous avez cet accompagnement et je peux vous le garantir parce que maintenant, on y travaille, c'est un accompagnement qui a avancé où généralement, l'ensemble des structures qui ont participé à GPSO sont ravis de cet accompagnement. Donc, vous n'êtes pas juste face à des documents à remplir, vous êtes seul au monde.
il y a un accompagnement qui est fait et pour le coup, on a vraiment des retours très positifs des équipes sur l'accompagnement de GPSO. Alors, j'ai quelque chose que je lis en direct. Toutefois, très intéressant, j'ai signé la convention. Toutefois, je pensais que les médecins traitants allaient surtout envoyer des patients à GPSO sans participer à ce point aux ateliers. Dans le contexte actuel des pénuries de médecins traitants, ça va être compliqué pour la plupart des médecins traitants. Alors, effectivement, encore une fois, c'est le médecin GPSO. Le médecin GPSO n'est pas forcément le médecin traitant. Donc, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là, vous avez l'équipe et le médecin traitant qui est dedans-dehors. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, et c'est le cas dans plusieurs équipes, hein, un médecin qui, par conviction personnelle, par envie, etc., va prendre le rôle du médecin GPSO et qui va finalement prendre le rôle un peu du médecin obésité, du médecin nutritionniste, qui va être spécifiquement formé pour ça et qui va travailler en confiance avec le médecin traitant. Donc, de la même manière que le médecin traitant pourrait adresser vers un médecin spécialiste X ou Y en ville ou à l'hôpital, là, ça sera un adressage en suivi entre le médecin traitant. Voilà. Le médecin traitant, dans ce cas-là, n'aura qu'un rôle, on va dire, d'adresseur, de prescripteur auprès de son patient et pourra, s'il le souhaite, participer au RCP ou au reste, mais n'aura pas forcément besoin d'intervenir. S'il veut, il peut en revanche intervenir de manière avancée, y compris dans les ateliers. Donc, c'est un peu à géométrie variable. Mais c'est rare que les médecins interviennent dans les ateliers. Et c'est rare, effectivement. Merci, Monique. Exceptionnel, voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je ne sais pas qui, c'est un iPhone, mais voilà. Si on exerce seul en libéral, il faut donc d'abord se rapprocher d'un coordinateur de notre région qui par la suite donnera. Exactement, donc si vous exercez seul en libéral, on vous invite vraiment à vous rapprocher de la coordinatrice qui va faire autant au mieux pour vous rapprocher d'une équipe, voire former autour de vous une équipe, parce qu'on a comme ça des personnes qui sont un peu isolées. Combien de RCP en moyenne par patient sur la totalité du parcours? Normalement, une seule, effectivement, sauf cas particulier où, en sortie d'un parcours, donc quand vous êtes, hop là, je reviens là, quand vous êtes ici, finalement, vous vous rendez compte que ça vaudrait le coup de réinclure le patient dans un deuxième tour éducatif, et dans ce cas-là, vaut mieux en parler. Comment s'articule GPSO et le réseau Ronde? C'est le réseau Ronde qui porte GPSO en Île-de-France. Alors, attendez, je suis désolé, je suis obligé d'aller ouvrir une porte en même temps que je vous parle. Hop là, je vais faire les deux en même temps. C'est c'est Ronde qui porte GPSO en Île-de-France et c'est la structure associative qui est sous Ronde, qui s'appelle en l'espèce Gresmo, qui porte l'aspect administratif et financier de GPSO au national, en interrégion. Pour les noms et les adresses mail des coordinatrices, ce sont ce que vous a transmis Johanna. C'est-à-dire, le plus simple, c'est que vous vous adressiez directement à ces mails ici, là, que je vous affiche ici. Donc, Île-de-France, idf@gpsobésité, hdf@gpsobésité, cvl@gpsobésité. Vous pouvez aussi adresser info@gpsobésité et on vous redirigera vers la bonne personne. Pourquoi on a ces adresses-là spécifiques? Parce que comme ça permet à tout le monde en région d'être au courant des demandes et de vous réorienter vers la bonne personne, le cas échéant. Donc voilà, donc si vous voulez adresser l'équipe, soit vous adressez le mail général qui est ici, soit vous adressez un de ces 3 mails-là. Et oui, Émilie, je te laisse la parole dans 2 minutes. Je finis juste, hop, voir si j'avais tout dit. Tac, 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 signature de la convention. Donc voilà, il est indispensable que toute personne qui intervient dans GPSO, donc ça c'est vraiment un point d'attention majeur, ne peuvent intervenir, c'est-à-dire ne peuvent être payés en fait, dans le cadre de GPSO et intervenir auprès des patients que les personnes qui ont signé la convention. Ça peut être une condition d'exclusion d'une équipe de GPSO si jamais une personne qui intervient n'a pas signé la convention, qui, encore une fois, ne force pas la personne à intervenir, mais lui permet d'intervenir le cas échéant dans tous les actes, y compris la coordination. Tac, tac, tac. Et donc, dernier point, en fonction des profils des professionnels, on a eu parfois des profils qui étaient des profils pas forcément professionnels de santé, c'est-à-dire para et périmédicaux, c'est évalué au cas par cas, en fonction des diplômes et d'un certain nombre d'éléments. Donc ça, il faudra nous le remonter au cas par cas. Alors, comment se passe la compilation des données pour faire le bilan final et l'évaluation d'efficacité? Donc, ça dépend des régions. Et ça dépend de la situation locale. Donc, c'est compliqué de vous répondre de manière générale, mais
Globalement, on a 2 dispositifs qui existent. Un dispositif qui est un système d'information en Île-de-France. Et dans les autres régions, il y a pour l'instant un dispositif qui est simplement un tableur Excel qui est transmis par messagerie sécurisée de santé, dans un format qui est imposé par le tableur Excel lui-même. Voilà. Et là, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces éléments-là. Voilà. Et on est en discussion aussi pour pouvoir proposer, pourquoi pas, d'autres dispositifs pour, en gros, faciliter la vie de tout le monde. Mais voilà. S'il n'y a pas d'autres questions à la volée, effectivement, alors au niveau du temps de travail que ça demande, alors là j'ai une question en message direct, pardon. Au niveau du temps de travail que cela demande, cela est-il compatible avec le fait de conserver son activité libérale en parallèle? Alors c'est entièrement compatible, Laetitia. Tout dépend finalement le nombre de patients que vous prenez en charge et tout dépend le rôle que vous avez dans tout cela, mais a priori, les professionnels qui font ça, ils font ça en plus de leur activité libérale. Ça dépend aussi de votre activité libérale, si vous travaillez déjà au max de ce que vous pouvez travailler, enfin voilà, mais a priori, il n'y a pas de problème. Quelles orientations prévues à la fin du parcours GPSO vers les dispositifs existants du territoire? C'est à la discrétion de chaque équipe et de l'offre territoriale. Les situations sont très variables. Autant vous dire que ce n'est pas du tout pareil entre le 91 et l'Indre, par exemple, et le 36. Donc, tout ça, c'est évalué équipe par équipe et c'est la coordinatrice qui travaille avec l'équipe pour essayer de… Voilà. Idéalement, vers toutes les structures qui pourraient accueillir des patients en situation d'obésité ou qui pourraient les orienter au mieux, c'est-à-dire le CSO, les maisons sport santé, les programmes ETP, les actions préventives, etc., etc. Il faut simplement que ça soit connu au niveau de la structure. Est-ce que le référent, s'il est… Alors, IDSP, pardon, si on pouvait me préciser le… Infirmier diplômé de santé publique, je dis au hasard, dites-moi si c'est ça. Infirmier de santé, voilà. Peut participer aux ateliers en binôme, oui. Donc, tous les professionnels de santé peuvent participer en binôme, voire les personnes qui ne sont pas professionnels de santé, par exemple, un patient ressource qui est formé au 40 heures ETP, peut participer en binôme. Donc, en gros, il faut que la personne soit professionnelle de santé ou assimilée à la santé. Hein. Donc, je vous renvoie vers les nomenclatures du ministère sur ces sujets-là. Soit qu'il ait à minima une formation 40 heures. Et idem pour Diète ou APA. Tous les supports des ateliers sont fournis, oui. On peut vous fournir les supports des ateliers. Et puis ensuite, charge à vous de vous en saisir ou pas. Voilà, merci Monique d'avoir répondu. GPSO prévoit-il un accompagnement de l'équipe pour qu'elle développe les partenariats pour orienter vers les territoires post-GPSO? En Île-de-France, puisque c'est la question de Laurence, oui, c'est le cas, hein, puisque ça fait partie des missions notamment de Grèce-Moronde. Dans les autres régions, je ne m'engage pas, mais je pense que oui, a priori. Oui, voilà. bien sûr. Dans la formation de l'équipe, on évoque cet élément-là. Voilà. La constitution des groupes n'a pas besoin, a priori, à être homogène ou c'est libre. En fait, à partir du moment où vous respectez le protocole d'inclusion et d'exclusion, vous pouvez former le groupe que vous le souhaitez au regard des disponibilités, des possibilités des patients, tout en sachant qu'encore une fois, le groupe doit être fermé. C'est-à-dire que les 10, on va dire entre 9 et 15 patients que vous incluez dans ce groupe doivent pouvoir être présents ensemble à l'ensemble des groupes. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions à nouveau. Alors, je ne comprends pas la remarque de… Est-ce que les références… pas spécialement, Pascal, sur la rémunération. A priori, c'est l'équipe pluriprofessionnelle, c'est la structure pluriprofessionnelle qui capte le financement et ensuite qui répartit. Encore une fois, la clé de répartition des rémunérations se fait en fonction. Donc, on a même des cas d'usage où on a imaginé, par exemple, qu'une secrétaire médicale pouvait participer à l'équipe. Voilà, et en fait, c'est simplement la MSP qui allait garder le financement dans son budget, qu'elle n'allait pas faire une note d'honoraires liée à tout cela. Ce qui est compliqué, c'est la rémunération dans les actes. C'est-à-dire que, par exemple, une IPA ne peut pas faire un acte médical. Clairement, en l'espèce dans GPSO, ça nous a été déjà… voilà. En l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Mais sur des actes de groupe ou des choses comme ça, il n'y a pas de raison que le professionnel ne puisse pas faire une note d'honoraires ou que ça soit compris dans sa rémunération salariale si c'est dans le cadre, par exemple, d'un CMS. Voilà, on arrive a priori au bout de… On a même un peu dépassé, parce que je crois qu'on avait prévu que 3 quarts d'heure, mais merci à toutes celles et ceux qui sont restés.
Alors, si besoin de trouver des EAPA pour compléter l'équipe, possible de s'adresser, évidemment. Hein. Évidemment, encore une fois, c'est la mission notamment des coordinations, d'essayer de faire le lien et d'aller chercher sur le territoire s'il n'y a pas des maisons sport santé pour trouver des APA. Et les formations ne sont pas encore accessibles sur le site GPS Obésité, mais elles le seront très prochainement. Vous recevrez un mail de newsletter pour vous l'informer et qui vous renverront finalement vers la plateforme. C'est une plateforme de e-learning standard qui vous permettra, voilà, on est obligé de passer par une plateforme de e-learning pour avoir un suivi quand même des personnes qui sont formées voilà. Je vous en prie, avec grand plaisir pour vous présenter tout ça. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et voilà. Alors, on a merci Thomas pour ce webinaire privé. Les commentaires sur le médecin traitant débordé, le nom n'apparaît pas les trucs numériques, pas de problème. Très motivé. Eh ben, écoutez, cher docteur Lamarre, je propose à Monique Romont et à Carole, si elle est en ligne, de prendre vos coordonnées. Moi, je vais les noter le cas échéant. Et Bah, puis, le docteur Lamarre, on le connaît, il a voilà. assisté à une formation. Eh ben, parfait. Ben, Monique, je t'invite à recontacter le docteur Lamarre. Bon, il a mes coordonnées, il me contacte quand il veut. Oui, alors Pascal, je réponds juste au point de Pascal le temps que j'y suis, hein, on n'est plus à 2 minutes près. Si elle est déjà financée par la MSP, peu importe, il n'y aura pas de note d'honoraire qui partira de la MSP vers le Azalée, mais c'est la MSP qui gardera finalement pour pouvoir le temps de travail de l'Azalée sera valorisé côté MSP par du financement GPSO. Un peu comme le travail de la secrétaire. La secrétaire ne va pas faire une note d'honoraire, mais le temps de travail de secrétariat sera valorisé. Donc, voilà, MSP ne reventilera pas cette somme-là. Et voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous encore une fois, à toutes et à tous. Très heureux de vous avoir fait cette présentation. N'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis, au plaisir d'échanger avec vous très bientôt. On vous transmettra en tout cas ce document ainsi que ainsi que le replay, pardon, dans un mail que vous recevrez très prochainement. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.